Bonjour à tous, bienvenue à l'Humanité. Aujourd'hui, je suis avec toi, Bruno Ritt. Salut Bruno. Salut. De la rubrique politique et on va parler santé et déserts médicaux avec deux invités. Ce sont les auteurs de ce livre, Les morts cachés de la République. Votre santé est en danger, c'est le bandeau, c'est le sous-titre. Bonjour Julie Pichot, c'est ça, Julie Pichot, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter, spécialiste des questions de santé, réalisatrice de plusieurs documentaires remarqués sur les hôpitaux, sur les EHPAD, on va en parler tout à l'heure. Et avec nous aussi Vladimir Deghmeline, donc vous avez aussi participé à ce livre, donc co-auteur, et vous êtes grand reporter, vous travaillez pour plusieurs médias, dont Marianne et la Tribune du Dimanche, et on va mentir à personne, on a travaillé ensemble tous les trois avec Bruno à Marianne. Quelques années. Des belles années. Voilà, on est totalement transparent. Alors d'abord, on va parler de ce livre qui s'intéresse notamment aux déserts médicaux, pas seulement, mais vous en parlez. Vous le dites, la France est devenue un immense désert médical. Aujourd'hui, c'est près de 8 millions de Français qui sont concernés sur 87% du territoire. Avant de parler de ce livre, de vos intentions aussi qui sont très intéressantes parce que vous partez de cas individuels pour montrer un schéma, un dessin systémique de l'état du système de santé actuel, on voulait vous faire réagir aux propos d'Emmanuel Macron qui aujourd'hui, en tout cas ça a été rapporté aujourd'hui, mais si je ne me trompe pas, c'était hier. Il a dit notamment à propos des PADU, donc les médecins étrangers, mais pas seulement, par ces PADU, il parle de tout le système de santé français. Et il dit, c'est encore le bordel, c'est un truc qui me rend dingue, c'est la folie du système français. Est-ce que pendant votre enquête sur le terrain, cette absurdité du système de santé, un système de santé en déclin, c'est ce qui vous a aussi marqué comme le président ? Alors sur les PADU, pour revenir à ça, déjà c'est vrai qu'il y a une sorte d'aberration quand même parce que ces médecins sont moins bien payés que les autres. Vous savez, quand ils officient à l'hôpital, ils sont payés le SMIC, alors qu'un praticien hospitalier démarre aux alentours de 4 500 €. Eux sont à 1 450 € à peu près. Et je pense qu'Emmanuel Macron a évoqué ça aussi, le fait de leur faire repasser en fait une évaluation, un diplôme, alors que ce sont des gens qui sont diplômés dans leur pays, que ce soit l'Algérie, le Maroc, le Liban, la Syrie. Ce sont ces pays principalement qui sont représentés. Et donc il y a une aberration parce que la CNAM les bloque, les ARS aussi. Donc il y a une véritable aberration parce qu'on a besoin de ces médecins-là pour pallier le manque de médecins sur le territoire que nous, on a constaté. Alors, on va se pencher maintenant sur le livre. Bruno, je te laisse. Absolument, donc on l'attaque et notamment il s'ouvre sur un personnage assez haut en couleur qui s'appelle Mireille, qui a 78 ans. Vous la rencontrez dans le sud-ouest. En fait, à travers son parcours, elle expose un peu tous les problèmes du système de santé qu'on peut connaître. La question du numerus clausus, la difficulté de transmettre son cabinet, la question du vieillissement aussi des médecins. Déjà, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette rencontre et qu'est-ce qu'elle représente dans votre livre ? Je te laisse en parler parce que c'est toi qui as rencontré Mireille en Ariège. Mireille, Julie la connaissait, elle l'avait rencontrée sur d'autres sujets. Oui, elle est un résumé, effectivement, comme vous le disiez, à elle seule de toutes ces problématiques. Elle a grandi en Ariège. Elle rêvait d'être médecin, donc elle a 78 ans. Et elle a fait ses études à Toulouse. Et en 1971, elle a voulu revenir travailler dans son village. Et on est en pleine époque où il y a un surplus de médecins. Et les médecins de son village ont tout fait pour qu'elle ne se réinstalle pas. Donc, avec le numerus clausus, justement, ils se sont débrouillés pour que les jeunes ne puissent pas s'installer. Donc, elle est partie faire ses études à Toulouse. Ensuite, elle est venue travailler à Paris, à l'hôpital, pour payer ses études. Et elle s'est installée à Villejuif. Et elle a fait toute sa carrière là-bas. C'est vraiment un médecin à l'ancienne. C'est qu'elle fait... Elle fait ce que ne veulent plus faire les jeunes médecins, qu'on peut comprendre, c'est-à-dire travailler de 7h du matin jusqu'à 23h.
elle était déjà en avance sur son temps, puisque elle m'a raconté que, comme elle avait des enfants, elle ne travaillait pas le mercredi. Donc il y avait quand même des choses qu'elle ne faisait pas. Mais bon, elle avait quand même des horaires assez élastiques. Elle donne son numéro de téléphone, par exemple, à ses patients, son numéro Elle perso. donne son numéro de téléphone le jour où je l'ai rencontrée, donc à Pamiers. Elle est revenue habiter près de son village. On a dîné ensemble et elle me dit « Mais moi, je donne mon téléphone, les gens ne sont pas intrusifs, faut pas s'inquiéter à propos de ça. » Bon, évidemment, le dîner a été interrompu par des coups de fil de patients à qui elle donnait des conseils sur leur manière de soigner, sur leur administratif, et enfin sur tout ce que faisaient les médecins avant. Elle m'a raconté que le médecin qui l'a soignée quand elle était petite est mort dans un accident de voiture. Alors c'était un super médecin qui était là tout le temps. Il est peut-être mort d'épuisement. Voilà. Et donc elle est revenue travailler, prendre sa retraite à Pamiers. Elle a fait des gardes à l'hôpital alors qu'elle était retraitée. Elle a travaillé dans des réseaux spécialisés dans les addictions, elle a donné des coups de main en psychiatrie, et aujourd'hui elle travaille pour des associations, et elle est en contact avec toutes les problématiques qu'on retrouve aujourd'hui dans cette région, qui est quand même assez symptomatique de ce que sont les déserts médicaux aujourd'hui. Et ça a été un fil directeur absolument génial pour l'ensemble du reportage. Il y a un autre personnage aussi qui est un peu plus rugueux, c'est le docteur Vic, qui, lui, alors, mâche pas ses mots, alors c'est contre l'ARS, contre l'ordre des médecins, là encore une fois contre le numerus clausus. Est-ce que cette colère que porte ce médecin, elle est unique, ou au contraire, c'est quelque chose que sur le terrain, vous rencontrez régulièrement, à la fois une forme de désenchantement et de colère, quoi. C'est vraiment, on sent qu'il est très remonté contre le système à travers vos rencontres. Est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez régulièrement ? Donc lui était à Saint-Giron. Mireille elle se trouve à Pamiers, au nord du département. Saint-Giron, c'est le Couserans. C'est un autre environnement. C'est des montagnes, c'est des gens assez rudes. Lui, c'est un médecin qui a plus de 70 ans, qui effectivement est très à l'ancienne, très rugbyman, très bourru. 2 rues plus loin, il y avait un autre médecin, beaucoup plus jeune, qui tenait le même genre de propos et qui était effectivement en colère, aussi bien contre le gouvernement, contre l'ARS, que contre les jeunes médecins. Il pratique. Il y a un gap générationnel. Ils pratiquent pas du tout de la même manière. Eux ont l'impression que les jeunes médecins, prenant la décision peut-être de travailler en préservant une partie de leur vie personnelle, n'abattent pas la même somme de travail qu'eux, donc ils considèrent qu'ils récupèrent une partie de leur patientèle. Mais en tout cas, oui, partout où je suis allé, quand les médecins avaient le temps de parler, parce qu'il y en a qu'on ne peut pas rencontrer, parce que ils sont pris, on se glisse vraiment entre 2 rendez-vous. Hein. Ils ont vraiment des horaires incroyables. Oui, cette colère, elle est quand même sur tout le territoire. J'allais compléter en disant que cette colère, en tout cas cet étonnement, il va aussi vers le politique, c'est-à-dire voilà le numéro 3, 4, 12. Cette colère va aussi vers le politique parce que le numerus clausus, donc créé en 71, qui maintenant n'existe plus parce que Agnès Buzyn a tout fait pour qu'il n'existe plus, mais en tout cas il y a une colère de la part de ces médecins en disant voilà, aux politiques, prenez vos responsabilités, il n'y a plus de médecins aujourd'hui. Alors certes, les jeunes veulent peut-être exercer différemment. Bon, c'est peut-être aussi une histoire de génération, mais en tout cas, en disant aux politiques, en alertant, prenez vos responsabilités et essayez de faire quelque chose pour qu'il y ait plus de médecins sur le territoire. Alors, de cette situation découlent des pertes de chance. On le lit plusieurs fois dans le livre. Et dans ce livre, vous explorez autant les zones rurales que la banlieue, les quartiers populaires. On en parlera un petit peu plus tard en profondeur. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ces pertes de chance ? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette formule ? Qu'est-ce que vous avez rencontré comme perte de chance concrète ?
Perte de chance ou perte de droit, plutôt, parce que tout le monde a le droit d'être soigné aujourd'hui. Et certains citoyens, en effet, que ce soit dans des zones reculées, en banlieue ou même en plein cœur de Paris, en Seine-Saint-Denis, la Seine-Saint-Denis qui est touchée, je dis ça parce que là, on est en Seine-Saint-Denis, mais à Saint-Denis, qui est particulièrement touchée, notamment pour la psychiatrie, c'est des personnes qui vont pas pouvoir soigner leur cancer, par exemple, qui ne vont pas aller chez le dermato, donc qui ne vont pas, chez qui on va pas détecter, par exemple, un cancer. Les pertes de chance, on en parle aussi dans le livre, des petites maternités de proximité qui ferment, donc ce sont des enfants morts, alors que peut-être qu'ils n'auraient pas dû mourir si une maternité, c'est toujours compliqué, la médecine, parce qu'évidemment qu'il faut prendre des précautions. Si une maternité de proximité avait été ouverte, peut-être que, en tout cas, l'enfant de Céline et Fabrice, Aimé, ne serait peut-être pas décédé. Donc, c'est des personnes qui n'ont pas forcément accès à des spécialistes. Alors, vous disiez, on va revenir sur la banlieue, mais parce qu'ils n'ont pas forcément les réseaux aussi. Parce qu'en fait, aujourd'hui, pour avoir un bon médecin, il faut avoir un réseau. Donc, voilà, que certaines classes sociales ont et d'autres pas. Donc, c'est ça, la perte de droit. C'est un nom qu'on se refile entre... Mais exactement, voilà. ouais. Il y a un médecin qui nous parle des réseaux bourgeois. Moi, j'aime bien ce terme-là. Il ose le dire et il l'assume. C'est-à-dire que c'est des noms qu'on se refile, de cardiologue qui va vous prendre, de gastro-entérologue qui va vous prendre plus vite que les autres. Sauf qu'en fait, tout le monde devrait être égaux face aux soins, en fait. Il ne devrait pas y avoir ces disparités-là. Sur la question du désert médical, on évoque comme solution possible la question du salariat des médecins. On voit un peu dans les zones rurales. Pour vous, est-ce que c'est quelque chose de crédible c'est-à-dire, est-ce qu'on peut l'étendre sur tout le territoire? Et est-ce que, d'ailleurs, au travers de votre enquête, vous avez vu que les collectivités se penchaient de plus en plus sur cette formule-là? Alors, les collectivités se penchent sur cette formule-là, avec l'association notamment Médecins Solidaires qu'on évoque, et le docteur Martial Jardel, qui a fait ce choix de salarier des médecins. Ça semble fonctionner. Il met ça en place sur une semaine complète. Pourquoi sur une semaine complète? Parce que ça permet à des médecins de venir de loin, notamment quand on va dans la Creuse, de venir de Bretagne ou du Sud ou même de Paris. Et ça semble fonctionner. Je crois qu'il a eu plusieurs réunions avec le gouvernement, mais là, il y a quelques points d'achoppement. Et ça a l'air un peu compliqué, mais ça semble fonctionner. Il y a pas mal de communes qui y pensent, ouais. Concrètement, le système, c'est que ça va être la commune qui va payer le médecin, le médecin aura des heures de travail comme tout salarié, et il est un peu dégagé de tout l'administratif, en fait. On lui permet vraiment de se concentrer que sur la pratique de la médecine. Oui, c'est ça. Alors, sauf erreur de ma part, c'est l'association qui paye le médecin. Ah, oui. Non, ça c'est peut être aussi des communes. Mais la commune, en effet, qui peut le faire. Mais on a l'exemple dans le livre aussi d'un maire qui est très content de recevoir le médecin et d'ouvrir un cabinet. Donc, en effet, avec une secrétaire qui va gérer tous les appels pour que ce soit plus simple pour le médecin, mais qui, du coup, a fait le choix de ne pas s'attaquer aux travaux d'une école parce qu'il fallait faire le choix d'un médecin. Donc, il y a encore des choix à faire en matière de service public. Mais ça fonctionne en tout cas. Sur ce sujet du salariat des médecins, c'est amusant parce que la déclaration d'Emmanuel Macron, ça s'est fait à Lavelanet hier. Et Lavelanet, c'est un des endroits où s'est faite notre enquête. Vous avez Pamiers, un peu plus au nord, où le nouveau maire que j'ai rencontré, qui n'était pas encore maire, avait le projet de faire une maison de santé. Une maison de santé, c'est avec des médecins libéraux. Lui, c'est un homme d'affaires. Il a rencontré des radiologues de Toulouse qui voulaient monter. Il y a un côté business. Et lui me dit les centres de santé, donc où on a des salariés, ça coûte très cher à une commune. Je ne sais pas si je ferais ce genre de choses. Le maire de Lavelanet, lui, me dit ici, on est une ville qui a été industrielle, où on fait du textile, qui a été complètement désindustrialisée à la fin des années 90, début des années 2000, fuite de la population. Il dit, si je veux faire revenir des gens, il faut que j'investisse et il faut que la municipalité prenne en charge un certain nombre de choses. Et lui, il a monté un centre de santé
avec des médecins salariés. Il a 10 médecins qui sont 10 femmes. Alors ça a commencé par une, il fallait que sa conjointe puisse s'installer aussi avec elle, et de fil en aiguille, voilà, cette association s'est faite. Donc il me dit, ça coûte de l'argent, on a été soutenu par la région au départ, ça nous a mis en déficit, mais aujourd'hui on est à l'équilibre et ça permet de faire revenir des familles et des entreprises. Donc voilà, c'est un pari qui pour le moment est gagnant. Mais il a aussi investi en partie avec la région, avec l'ARS, avec il y a besoin de soutien, dans la construction de ce nouvel hôpital qu'a visité Emmanuel Macron hier. Alors, sur un autre sujet, mais qui préoccupe aussi les déserts médicaux, vous l'avez évoqué un petit peu rapidement, mais la question des maternités, des petites maternités, il y a tout un débat sur le fait de devoir privilégier ou pas les plus grandes structures plutôt que les petites. On dit aussi beaucoup, c'est le cas notamment des autorités médicales, que les petites maternités ne sont pas sûres. Dans le livre, vous évoquez notamment une maternité, j'ai plus le nom en tête, mais qui fait moins de 300 accouchements, donc normalement c'est le seuil qui doit décider d'une fermeture ou d'une ouverture. Comment est-ce que ça se passe de ce côté-là? Comment est-ce que vous pouvez nous raconter, malgré le fait qu'elle soit sous le seuil, comment est-ce qu'elle arrive à fonctionner, et surtout, en quoi c'est important pour la population d'avoir une maternité pas loin, parce qu'il y a un rôle aussi symbolique aussi, il y a un pouvoir symbolique de la maternité. Ça montre aussi que le territoire est en fonctionnement, est considéré et peut donner la vie aussi. Alors, je ne sais pas à quelle maternité vous faites allusion, parce qu'il y en a deux. En fait, il y a celle de Saint-Giron qui fonctionne encore à moins de 100 accouchements par an. Ouais. Et il y a celle de Die qui se trouve dans la Drôme. C'est là dont je me souviens très bien, puisque c'est l'histoire de Céline et Fabrice qui ont perdu un enfant. Alors, pour cette partie de l'enquête, je me suis appuyé sur un excellent livre qui s'appelle 4,1 d'Anthony Cortés et Sébastien Lorquin, qui traite de cette question de la mortalité infantile. À Saint-Giron, ça tient parce qu'il y a des manifestations. Les gens ont absolument besoin de cette maternité parce que c'est une région très montagneuse. C'est très difficile d'aller à Toulouse pour accoucher. Mais ça fonctionne. À Die, ça fonctionnait également jusqu'en 2014. Le maire, qui est un maire communiste, a dit « Moi, jamais on fermera la maternité ». Le chef gynécologue qui officiait là-bas disait la même chose, sauf que l'ARS a décidé qu'à moins de 300 accouchements par an, il fallait fermer. Et chaque année, il y en avait un petit peu moins. Il se trouve que là, on a ce témoignage de Fabrice et Céline, qui est un témoignage assez poignant, de ce couple qui s'est installé il y a une quinzaine d'années dans la région. C'est des néo-ruraux, c'est assez typique de ce coin-là, qui sont venus s'installer pour la beauté des montagnes, la solidarité. Et leurs deux premiers enfants ont été prématurés. Et notamment le deuxième, sa maman a fait ce qu'on appelle un décollement rétroplacentaire, qui est une pathologie grave et potentiellement mortelle aussi bien pour la mère que pour l'enfant. Ils habitent à peu près un quart d'heure en voiture de Die. Le fait de pouvoir se rendre à l'hôpital, ça a sauvé leur enfant. Il n'y a jamais eu, dans l'histoire de cette maternité, il n'y a jamais eu de mort. La maternité a fermé. Il y a eu, pareil, comme à Saint-Giron, des manifestations. Mais finalement, ça a fermé en 2017, il me semble. Céline a attendu un troisième enfant. Et là, donc, il n'y avait plus de maternité, mais ça a été remplacé par un centre de périnatal, avec des sages-femmes qui vous accompagnent. Et il fallait ensuite aller accoucher ou à Valence ou à Montélimar, c'est-à-dire à une heure de là. C'est ce qu'Agnès Buzyn appelait les maternités sans accouchement, ce qui est intéressant comme formulation. Mais voilà, avec des sages-femmes qui, me le racontait Céline, en fait ne savaient pas faire une échographie, ne savaient pas faire un certain nombre de choses. Et donc cette
maman s'est retrouvée dans une errance médicale, envoyée aller voir une sage-femme dans un petit village, ensuite dans un autre, ensuite à Montélimar. Elle a été complètement perdue et simplement, on lui avait diagnostiqué une toxoplasmose. Donc, il fallait savoir si elle était dangereuse pour l'enfant. Elle a su qu'au bout de 2 ou 3 mois qu'elle ne l'était pas. Et elle devait accoucher à Valence. Simplement, depuis qu'il y a ces CPM, il doit y avoir une transmission de votre dossier du CPM jusqu'à l'hôpital. Il n'a pas été fait. Et pour aller vite, quelques semaines avant le terme, Céline a ressenti les premières contractions. Elle a fait à nouveau un écollement rétroplacentaire, sauf que il y a eu une suite de dysfonctionnements qui ont fait qu'elle a perdu son enfant dans l'hélicoptère qui devait l'emmener à l'hôpital de Valence. Et ça, c'est une illustration criante de la nécessité, tout de même, d'avoir des maternités qui sont à proximité de ces endroits où on peut se retrouver. Et moi, j'ai beaucoup roulé dans ces coins-là. De nuit, l'hiver, c'est quand même très compliqué. Et l'enquête du tribunal de Grenoble, l'experte a dit que voilà, il y a un texte qui n'avait pas été appliqué, c'est qu'il doit y avoir des dérogations justement quand on a un éloignement tel et des conditions potentiellement climatiques telles. C'est intéressant. C'est justement toute la pertinence, je trouve, de votre approche, et de montrer par les cas individuels quelle est la réalité de notre système de santé, qui parfois contredit aussi certains discours des autorités médicales, des sociétés savantes, notamment là, sur la question des maternités. C'est flagrant, parce que je pense notamment à la Société française de périnatalité, qui dit que la distance n'est pas un problème, la distance n'est pas un facteur de perte de chance. On le voit par ces récits que c'est tout le contraire. Je voulais aborder un autre sujet sur la question de l'enfance et de la petite enfance, c'est la question des urgences pédiatriques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'état dans lequel se trouvent ces urgences? C'est vrai qu'on en parle assez peu dans les médias, au-delà de vos travaux évidemment, mais dans quel état aujourd'hui sont les urgences pédiatriques en France? Les urgences pédiatriques et d'ailleurs pédopsychiatriques, parce qu'on parle des deux dans le livre. C'est une catastrophe. On a l'impression parfois que les enfants sont des sous-patients. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de personnel. L'alerte, elle est vraiment en pédopsychiatrie. C'est-à-dire que les jeunes vont de moins en moins bien. Il y a des enfants qui ont 7-8 ans qui font des tentatives de suicide. C'est tous les propos rapportés et documentés. Et comme il n'y a pas de place, notamment aux urgences, ces jeunes finissent parfois, je parle notamment de la psychiatrie, aux urgences psychiatriques à 15 ans, alors que c'est pas normal. Donc, ils sont confrontés à l'horreur d'adultes qui sont en crise psychiatrique et qui peuvent se mutiler devant eux. Donc, ça les traumatise. Et il n'y a pas de place, c'est-à-dire qu'on renvoie des enfants chez eux qui ont vraiment des problèmes. Il n'y a pas de lit, en fait, pour les hospitaliser. Donc, on les renvoie chez eux. Évidemment, il n'y a pas de pédopsychiatre en libéral. Les CMP, centres médico-psychologiques, c'est 2 ans d'attente à peu près, où qu'on soit en France. Donc, il y a vraiment une fois de plus, des pertes de droits, des pertes de chance pour ces enfants qui, en plus, depuis le Covid, ont vraiment besoin d'aide. On en a un peu parlé, mais la question des spécialistes, finalement, il faut avoir un réseau pratiquement pour avoir un spécialiste. Et parmi les victimes de cette question de l'accès aux spécialistes, il y a finalement les femmes qui se retrouvent victimes de ça, notamment sur la question du dépistage du cancer du sein. Elles sont aussi victimes d'un autre phénomène, c'est finalement aussi la question des centres de santé sexuelle. Là, c'est pour l'accès à l'avortement ou des plannings familiaux. Dans quel état sont un peu ces 2 structures et cet accès aux spécialistes? Les centres de santé sexuelle, Vladimir, c'est toi qui as été sur le terrain dans la Drôme, à Die. Dans la Drôme, il y a 7 centres qui ont fermé sur 18, donc c'est énorme. Et en fait, les centres de santé sexuelle, ça permet en effet à des femmes, des jeunes filles qui ont eu des grossesses non désirées d'aller demander des conseils pour avorter. Ça permet à des femmes qui sont victimes de violences au sein de leur famille de demander de l'aide, aux enfants aussi peut-être qui voient leurs parents, leur mère victimes de violences. Donc c'est vraiment très important. Ça dépend du département. D'accord. Et là, à Die, par exemple, il y en a 7 qui ont fermé. Donc
la plupart des femmes, certaines femmes sont obligées, par exemple, notamment d'avorter en dehors du département. C'est 17% de femmes qui sont obligées d'avorter en dehors de leur département. Et ça les fragilise encore plus, quoi. Et les motifs qui sont avancés pour fermer ces structures, c'est le coût. Le coût, ouais. Alors qu'en fait, c'est 160 000 €. Alors, en fait, ça permet de faire des économies énormes. C'est-à-dire que le département a un budget pour que... En fait, l'économie, elle est de 0,02%. D'accord. C'est-à-dire que le budget du département est de 94 millions d'euros. La fermeture des centres de santé sexuelle, ça permet de faire une économie de 160 000 €. Vous rajoutez à ça la baisse de 20% des subventions au planning familial, on arrive à 240 000 €. C'est-à-dire que c'est infinitésimal. L'économie, c'est rien. Alors, on évoque des motifs idéologiques. Je pense que là-dessus, les avis sont partagés. Moi, les professionnels que j'ai rencontrés me disent, alors c'est peut-être qu'ils ne veulent pas se mettre en difficulté avec le département, c'est un département LR, il me semble. Eux disent, mais c'est surtout une méconnaissance de ce qu'on fait. Il y a la question des avortements, il y a la question des violences sexuelles, parce qu'il y a dit, et puis il y a tout le secteur. Et quand vous êtes dans un petit village, quand vous êtes un jeune, une jeune fille ou un jeune garçon victime de violences sexuelles, l'avantage du centre de santé sexuelle, c'est que vous pouvez, sans autorisation parentale, sans carte vitale, trouver quelqu'un à qui vous allez parler et qui va pouvoir vous comprendre. Si vous êtes une femme dans un hameau isolé victime de violences de la part de votre conjoint, vous allez pouvoir le faire. Et là, le département dit, mais maintenant, on va faire ça avec les pharmacies. Il n'y a plus d'anonymat. La question du coût, elle se pose à nouveau. Et puis, en matière de coût et de disponibilité des médecins dans un désert médical, moi j'ai rencontré une jeune médecin, Maude, très engagée, qui me disait, mais elle me disait, avant, je ne connaissais même pas moi-même l'existence de ces centres de santé sexuelle, mais parce qu'ils faisaient leur travail. Et maintenant qu'ils ont fermé, les cabinets médicaux se retrouvent avec un afflux de ces patients, quand ils osent passer la porte, qui surchargent leur ça cabinet. rajoute de la crise. Donc, en fait, elle me disait, mais moi, mon patient âgé qui a besoin de médicaments pour son hypertension, en fait, il a besoin que ces centres de santé sexuelle fonctionnent pour qu'on puisse travailler. Dans cette région, il y a aussi à Die, il y a énormément parce que c'est aussi un des problèmes, mais c'est connexe. C'est quand même lié. Il y a énormément de médecines alternatives qui se développent. Ouais. Mais les médecines alternatives se développent aussi, avec tout ce que ça peut charrier de charlatanisme, à cause de l'absence de médecins. Donc ces petites économies qu'on fait, on n'a pas assez de médecins, on ferme le centre de santé sexuelle, donc on se retrouve avec des gens qui vont travailler 10 fois plus et qui vont faire des choses qui pourraient être faites par un système qui jusque-là fonctionnait bien. Autre sujet et autre territoire, parce que c'est vrai que dans ce livre, vous abordez énormément de thématiques et de problématiques, et ça amène un livre d'autant plus complet. D'ailleurs, je vais le remontrer à la caméra, voilà, pour ceux qui voudraient l'acheter, évidemment. Donc, j'ai envie de revenir un petit peu en banlieue, dans les quartiers populaires. Il y a quelque chose qui nous marque en tant que lecteur. Il y a un moment où vous décrivez qu'on découvre en banlieue, notamment, le retour de maladies qu'on pensait disparues. D'abord, est-ce que vous aussi, comme nous, lecteurs, ça vous a percuté, vous avez halluciné quelque part face à ce constat-là, et comment est-ce qu'on explique qu'on en est venu à ce point-là? Alors oui, j'ai été étonnée complètement en découvrant ça, et je pense que ça s'explique parce qu'il y a de moins en moins de prévention. Finalement, là, on parlait des centres de santé sexuelle, mais ça va avec la prévention, c'est-à-dire qu'il y a... en tout cas, depuis quelques années, de moins en moins de politiques de prévention destinées aux familles, destinées aux enfants. Et en tout cas, c'est ce que nous dit le chef de Robert Debré, chef de service qui nous parle. Et par exemple, la Seine-Saint-Denis, qui est vraiment particulièrement touchée par des enfants malades, alerte sur ce manque de prévention, en fait, particulièrement. C'est vrai que tout à l'heure, on parlait des maternités, par exemple, mais on pourrait aussi parler des PMI,
centres de protection maternelle et infantile, là aussi, qui sont en ruine absolue, et notamment dans le 93, en Seine-Saint-Denis, qui a un taux de mortalité infantile très élevé. Et là aussi, c'est la prévention. Les PMI, elles sont essentielles quand même, parce qu'elles accueillent les enfants, elles sont là pour repérer. Donc, mais les enfants et les parents, surtout les mères, donc elles ont un rôle essentiel social, médical. Et c'est vrai que vous avez raison, nous, on ne l'aborde pas dans le livre, mais il y a de moins en moins de budget pour les PMI. Elles ferment de plus en plus, alors qu'elles me semblent assez indispensables, et notamment pour repérer chez des enfants s'il y a besoin après de les orienter vers des spécialistes, les mères qui font des dépressions postpartum ou autres, et pour prendre en charge ça. C'est-à-dire qu'évidemment, plus on prend en charge en amont, moins après les maladies se développent. Comment vous l'expliquez, justement, ce manque d'investissement dans la prévention? C'est parce que les résultats ne se voient pas forcément, et politiquement, miser dessus n'est pas forcément justifié, puisque miser sur la prévention, c'est empêcher que des problèmes qui ne sont pas encore là apparaissent. Donc dans un bilan politique, ça ne compte pas. Ce que les politiques mettent en avant, une fois de plus, c'est toujours c'est les coûts, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on va débloquer du budget pour ça, alors que peut-être qu'au final, en effet, on n'en voit pas forcément les fruits, alors que, évidemment, après, c'est des politiques différentes. Donc ça, c'est le point de vue de chacun. Mais en tout cas, actuellement, le gouvernement ne mise pas vraiment sur la prévention. On l'a vu avec la santé mentale des jeunes. Donc la santé mentale, grande cause 2025, reconduite grande cause 2026, grande cause nationale. La prévention, elle est quand même moindre. Voilà, c'est 3 rendez-vous chez le psychologue pour les jeunes, c'est évidemment pas suffisant. Donc tant qu'on ne débloquera pas, enfin en tout cas c'est ce qu'on nous dit sur le terrain, un budget conséquent pour prévenir les maladies et les maladies mentales, évidemment on va toujours courir, on sera au pied du mur et on court pour essayer de soigner ce qui est parfois incurable. Dans le livre qui est vraiment très riche, et on invite tout le monde à aller le lire, vous revenez sur une affaire qui a secoué l'AP-HP. C'est la mort de Micheline Myrtille, qui est une policière municipale, et vous écrivez qu'elle est morte dans l'indifférence la plus totale à l'hôpital Lariboisière. Il y a eu un procès, l'hôpital a été relaxé, et Micheline a été classée dans un cadre administratif qui est finalement une mort inattendue. Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme de mort inattendue? Et est-ce qu'il y a une transparence sur ces morts inattendues? C'est-à-dire, est-ce qu'on sait quelles sont ces morts, combien il y en a aujourd'hui sur le territoire français? Et finalement, est-ce que c'est pas une boîte de Pandore? C'est une boîte de Pandore, oui. C'est SAMU Urgences de France qui avait lancé ça sur les morts inattendues et qui demande à tous les hôpitaux de répertorier le nombre de ces morts inattendues. Il y a très très peu d'hôpitaux qui le font. Et évidemment, vous avez raison, c'est une boîte de Pandore. C'est-à-dire que si on commence à mettre son nez dedans, alors il y a des affaires comme celle de Micheline Myrtille qui ont été médiatisées. Il y a eu un procès. Et c'est ce que vous disiez, on parle de cas précis pour parler du systémique et du système. Les morts inattendues, c'est quand on arrive à l'hôpital aux urgences, donc on n'est pas en urgence absolue, on arrive à l'hôpital et on pourrait être pris en charge s'il y avait assez de personnel, assez de moyens, et ne pas forcément décéder à l'hôpital, parce que décéder à l'hôpital, c'est finalement assez classique et banal. Donc Micheline, quand elle arrive, elle est prise en charge par les pompiers et elle va rester sur un brancard. Alors il y a énormément de... C'est un peu long à expliquer, mais en gros, en effet, il y a eu une erreur sur l'étiquette qu'elle portait autour du poignet, sur son nom de famille. Elle était dans un petit coin de Lariboisière. Elle était quand même dans une salle d'attente où tout le monde aurait dû la voir, mais un peu cachée. Bref, cette femme, elle est restée 12 heures sur un brancard et elle est décédée. Et il y a quand même, l'expertise dit que si elle avait été prise en charge et qu'elle avait eu une dose d'antibiotiques assez forte pour la pathologie qu'elle avait, elle aurait pu peut-être ne pas mourir. Mais évidemment, moi j'ai été au procès, on découvre pendant ce procès et même pendant l'enquête que j'avais faite avant, pour complément d'enquête, on découvre qu'il n'y avait pas assez de médecins ce soir-là, qu'il y a un médecin qui n'était pas là, qui n'a pas été remplacé, qu'il n'y avait pas assez de personnel. Donc je ne sais pas combien il y a de morts inattendues aujourd'hui. C'est un tabou en fait pour en les France, hôpitaux. Mais bien sûr que c'est un tabou. Ça veut dire parce quoi? que c'est le reflet de leur à... inaction, des failles finalement de... c'est toujours... En fait, c'est le reflet, et ça c'est vraiment ce qu'on nous a dit... sur le terrain, et moi ça fait 10 ans qu'on me le dit, c'est le reflet ce qu'on nous dit sur le terrain, du manque de courage des responsables des hôpitaux, des responsables politiques qui ne veulent pas voir. Alors ça passe. C'est pour ça que finalement,
Le procès de Micheline Myrtil, moi je l'ai vu comme ça, était assez politique. Ouais. Mais la PHP a été relaxée. Voilà. Alors on va devoir conclure, mais avant une dernière question, et voilà, vous aurez donc chacun le mot de la fin par cette question, mais comment est-ce que vous ressortez de ce livre? Parce que nous, en tant que lecteurs, on est bousculés, on est heurtés aussi de voir à quel point notre système de santé est déficient sur bien des aspects. Mais comment est-ce que vous en sortez pessimiste, optimiste? Vous avez tout de même en tête des raisons d'y croire, un sursaut, disons, national pour sauver notre système de santé? Alors moi, je trouve qu'il y a urgence. Donc je ne Ouais. sais pas si je suis pessimiste, optimiste, mais il y a urgence. Moi, ça fait 10 ans que j'enquête sur la santé. J'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte. Ouais. Là, vous parliez des morts inattendues. J'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte que c'est catastrophique. Alors est-ce qu'il faut que les affaires soient médiatisées, affaires qu'on essaye souvent d'étouffer? Et pourtant, vraiment, il y a beaucoup de médecins, vraiment, beaucoup de médecins urgentistes que vous connaissez sûrement, et plein d'autres qui alertent, et des infirmières, même des politiques. Moi, j'ai eu pas mal de sources d'anciens ministres qui n'ont pas forcément été cités, d'autres qui ont été cités, qui alertent en disant, voilà, même nous, alors, certains ministres qui disent ça, d'anciens ministres, même nous, quand on arrive au gouvernement, finalement, je repense à François Braun, qui dit, j'arrive au gouvernement et au niveau protocolaire, je suis 13e au niveau de la santé. 13e. Oui. Ça veut tout dire. Ouais. Sans parler de du durée le temps qu'il passe au gouvernement, parce que c'est vrai qu'il y a une valse depuis quelques années. Il y a une valse. Il y a combien de lois qui sont promulguées et combien qui parlent vraiment des patients? Sur une vingtaine de lois, il y en a 3 qui parlent des patients. Donc moi, je pense qu'il y a urgence. Peut-être qu'il faut que les citoyens se saisissent de cette question, que ce soit de l'hôpital public, les déserts médicaux. Pour moi, voilà, le mot de la fin, c'est qu'il y a vraiment urgence. Vladimir, vous, même question. Comment est-ce que vous sortez de ce livre, surtout après toutes ces rencontres? Alors après moi j'ai quand même été frappé par les drames humains, par les pertes de chance quand un monsieur a perdu sa femme d'un cancer, mais c'est parce qu'elle a mis 6 mois avant de voir un cardiologue, puis 3 mois pour un autre spécialiste, et qu'en fait son cancer s'est développé, qu'une personne a perdu un œil, mais pour des questions de spécialistes, parce qu'on parlait du manque de généralistes, mais alors les spécialistes dans ces régions-là, on n'en parle même pas. D'un autre côté, il y a pas mal d'initiatives locales, mais encore une fois, ça passe par les mairies, par des responsables locaux. Il y a pas mal de médecins qui sont de très bonne volonté, et les médecins sont de bonne volonté. Cette question des centres de santé, même si c'est imparfait, il y a toujours cette question de les médecins ne veulent plus travailler comme ils travaillaient avant, mais il y a aussi beaucoup de gens quand même qui sont d'accord pour aller s'installer dans des coins assez isolés. Mais voilà, ça vient toujours des citoyens et des responsables locaux. Il serait bien que les politiques, au-delà des déclarations d'intention, s'en saisissent vraiment. Merci beaucoup Julie Pichot et merci Vladimir Degmelin, auteur des Morts cachés de la République. On le conseille vraiment vivement parce que c'est un livre duquel on sort, alors certes heurté, mais aussi avec l'envie de se battre pour sauver ce bien commun essentiel, surtout que, vous le disiez, on rencontre beaucoup d'acteurs, de parcours de vie, de combativité aussi. Donc voilà, c'est pas seulement un constat sombre, c'est aussi une envie, une prise de conscience aussi de sauver tout cela. Donc on le montre encore une fois, les Morts cachés de la République. Merci beaucoup Bruno. Merci Anthony. Et puis à bientôt et abonnez-vous à l'Humain surtout. Merci.